Nous allons commencer notre soirée. Je vous remercie tous d'être présents ce soir. Et je remercie surtout Madame Nérol, déléguée territoriale de l'Agence régionale de la santé, Monsieur Lecoq, qui se sont rendus disponibles pour cet échange autour des questions de santé. Le projet de transfert du CHU sur l'île de Nantes, comme vous le savez, suscite de nombreux débats. Les questions posées sur ce projet sont parfaitement légitimes et donnent lieu à des prises de position variées. Mais au-delà de ce débat particulier, pour le dépasser, il y a une question plus large qui concerne au premier chef la réflexion que nous conduisons par rapport au projet de territoire 2030. C'est celle du nouveau paysage de la santé qui se dessine peu à peu. Le Conseil de développement l'a déjà rappelé aux élus en fixant ou en proposant de fixer un objectif de bonne santé pour le territoire en 2030. Considérant que c'est un élément important du développement de ce territoire et de son attractivité. Comment nous soignerons-nous en 2030 ? Quelle sera l'offre de soins ? Que seront les équipements ? Quelle est l'évolution des rapports entre les secteurs publics, privés, voire intermédiaires ? Quelle sera la qualité des soins ? Quelles seront les conditions d'accès pour tous ? Dans cette réflexion, nous avons bien sûr cherché à entendre les acteurs du secteur de la santé. Nous en avons déjà reçu. Et il en est évidemment un qui compte particulièrement puisqu'il est l'acteur public majeur. C'est l'Agence régionale de la santé. C'est la raison pour laquelle nous avons convié ce soir Madame Nérol pour éclairer le débat. Elle nous dira ce que sont aujourd'hui les schémas régionaux de santé ou les projets régionaux de santé et comment se structure ou peut-être se restructure peu à peu le paysage de l'offre de soins sur le territoire. C'est une question vaste. Il nous a paru important d'avoir cet échange et au travers de votre audition d'avoir le point de vue de l'État. Nous recevrons encore les représentants du secteur privé. Quand je dis encore, on les a pas reçus, mais le 14 mai prochain, on recevra Monsieur Caillot du groupe Vedici qui viendra nous présenter le point de vue de son groupe sur cette question de santé majeure, surtout quand une population vieillit et quand des franges de plus en plus importantes de la société qui s'appauvrissent n'ont plus tous les moyens d'accéder aux soins tels qu'il serait souhaitable. Donc, Madame Nérol, merci. Monsieur Lecoq, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est quelquefois délicat dans des périodes comme celle qui précèdent des grandes élections, mais malgré tout, vous avez accepté de le faire. Je vous en remercie et je vous passe tout de suite le micro. Merci. Merci Monsieur le Président, merci mesdames et messieurs de nous recevoir ce soir. Donc effectivement, j'ai accepté. On est à quelques jours de la période dite de réserve, de la période républicaine de réserve par rapport à l'élection, aux élections présidentielles et puis législatives. Mais ça ne me gêne évidemment en rien d'évoquer avec vous la nouvelle organisation qui s'est mise en place avec les agences régionales de santé qui sont là depuis 2010 simplement, le projet régional de santé que Madame de Saulle a arrêté vendredi dernier, et puis bien évidemment la réflexion sur une prospective aussi longue. Je ne sais pas si en 2030 mon successeur à la délégation territoriale de Loire-Atlantique sera encore là pour vous en parler ou si l'organisation aura évolué, mais voilà. Alors nous avions, en préparant cette réunion, nous étions convenus que je vous présenterais quand même un petit peu l'organisation, donc l'organisation actuelle, donc l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, le projet régional de santé qui vient d'être arrêté, tout simplement parce qu'il porte sur la période 2012-2016, et donc il pose des bases d'évolution longue, puisque on sait qu'il y a quand même une certaine inertie dans les organisations de réponse aux besoins de santé. Et puis l'évolution horizon 2030, vous verrez que je n'ai mis que quelques lignes pour ouvrir en fait le débat avec vous et plutôt vous avoir des échanges sur les différentes thématiques qu'on peut identifier, parce que c'est une réflexion de long terme qui est à la fois indispensable et difficile à conduire.
Alors, l'agence régionale des Pays de la Loire, comme toutes les autres agences, est issue donc de la loi Hôpital Santé Patient Territoire. Alors, je prie de m'excuser ceux d'entre vous avec qui je travaille par ailleurs et qui connaissent peut-être ou certainement déjà fort bien ce qui va être exposé ici. Et bien évidemment, interrompez-moi au rythme que vous souhaitez si vous souhaitez qu'on pense rentre, aux sigles qui quelquefois dans les métiers sont facilement utilisés. Donc merci de faire l'effort de les décoder. Qu'on rentre dans le détail, dans le détail pour expliciter plus certaines choses. Bon, donc les agences régionales de santé sont issues d'un grand texte de réorganisation de la santé et du médico-social et de la prévention et du monde libéral en France, qui est donc cette loi Hôpital Santé Patient Territoire, qui a présidé à la mise en œuvre des agences au 1er avril 2011. Alors avec un titre premier qui porte sur la modernisation des établissements de santé, un titre 2 sur l'accès de tous les concitoyens à une offre de soins de qualité et rationalisée sur l'ensemble du territoire, et un titre 3 qui fait de la prévention un élément central du dispositif, puisque c'est effectivement l'enjeu de cette loi. Et enfin, le titre 4, qui est le titre du pilotage, et c'est celui-là qui va créer les agences régionales de santé. Donc vous voyez que ces titres 1, 2 et 3, ils vont impacter directement les politiques de santé futures des ARS, qui sont maintenant donc arrêtées depuis la semaine dernière dans la région dans le cadre du projet régional de santé, puisqu'il s'agit donc de rénover et moderniser les établissements en clarifiant leurs missions, notamment les missions de service public. Les DGARS ont la possibilité nouvelle d'attribuer les missions de service public en cas de carence sur certains territoires, de moderniser le statut des établissements, de mettre en place de nouvelles modalités de coopération entre les établissements, et certains d'entre vous ont sans doute entendu parler des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération médico-sociaux. Le deuxième titre, avec l'accès de tous à une offre de soins de qualité, va nous enjoindre de définir l'organisation de l'offre des soins dans un nouveau volet, qui est l'offre de soins ambulatoire. Alors, ce qu'on appelle l'offre de soins ambulatoire, c'est ce qu'on appelait antérieurement la médecine de ville, donc les médecins libéraux, mais également les infirmiers, les kinés, etc. Ce SROS ambulatoire n'étant pas opposable, à la différence des autres schémas régionaux d'organisation de la santé, puisque c'est ça que veut dire le sigle. L'accessibilité géographique, donc l'équité d'accès au sein d'un territoire en termes d'éloignement, ainsi que l'accessibilité économique que vous évoquiez en introduction, sont également des enjeux centraux. Et un autre sujet, qui est un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur au cours de ces dernières années, c'est évidemment celui de la démographie médicale, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on a également des soucis d'offres sur toute une autre série de professions de santé. Alors, la volonté du législateur a été de faire de la prévention un élément central du dispositif, avec une éducation thérapeutique et un accompagnement des patients qui est maintenant placé au centre. Et puis, comme on le sait, le capital santé, plus on le préserve jeune et plus il est meilleur, donc avec une cible privilégiée en direction des enfants et des jeunes. Donc des ambitions considérables d'amélioration de la santé de la population, de maîtrise des coûts et d'organisation de la concertation et de la coordination des acteurs. Avec donc derrière ces grands enjeux des objectifs de lisibilité du système de santé. Pour beaucoup de personnes, la question de où est-ce que je vais m'adresser est une question qui reste confuse et complexe. Généralement, l'adressage, on va suivre l'avis de son médecin traitant, on va se renseigner, on va suivre l'avis de quelques proches, on va suivre l'avis du pharmacien. Très souvent, on se rend compte que les professionnels, même entre eux, n'ont pas une connaissance suffisamment exhaustive, détaillée de ce qui existe sur le territoire, notamment en termes de réponse au handicap, par exemple. Mettre en place une gestion transversale et décloisonnée de la politique de santé en région et sur le territoire. L'enjeu, c'est finalement aussi la coordination entre les différents acteurs. Faciliter l'accès aux soins, réduire les inégalités de territoire, garantir la permanence des soins sont également des objectifs qui déclinent ces trois enjeux majeurs.
Les inégalités de territoire, on sait très bien que l'offre n'est pas la même entre les villes, entre les campagnes, d'une ville à l'autre. On a parlé dans les schémas régionaux d'organisation sanitaire précédents de lutter en fait contre l'effet aspirateur des grandes métropoles par rapport à l'éloignement de certaines zones rurales, hein. Et on va retomber sur un conflit qualité-proximité. Vaut-il mieux avoir une offre de soins en proximité immédiate ou vaut-il mieux aller un petit peu plus loin et avoir une offre de soins de meilleure qualité, hein? C'est très exactement le type de débat auquel on est confronté. Garantir la permanence des soins. Alors ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est la permanence des soins hospitalières, évidemment. Il faut définir sur chaque territoire quels sont les plateaux techniques où on doit pouvoir trouver H24 le week-end pendant les vacances un spécialiste dans certains domaines, hein, en chirurgie, etc. Et il faut également définir avec les professions libérales, et là c'est un petit peu plus compliqué, quel est le maillage du territoire, c'est-à-dire comment fait-on pour que les gens aient à une distance raisonnable un médecin généraliste, par exemple. Atteindre l'équilibre budgétaire, c'est évidemment dans le contexte national et européen un enjeu majeur, puisque vous savez que tous les déficits des organismes financés à plus d'un pourcentage qui m'échappe, mais qui est de l'ordre de 60% par des fonds publics, sont consolidés dans le déficit national. Donc il y a bien évidemment pour nous des enjeux de niveau européen. L'amélioration de l'utilisation des ressources en est évidemment un autre. Et puis, j'ai lu le diaporama sans inverse, l'amélioration de la santé de la population passe par la capacité à réagir devant l'augmentation des pathologies chroniques et de la dépendance, et donc de proposer des parcours de santé adaptés. Alors, on a là une première grande caractéristique du monde occidental développé, on va dire, c'est que l'essentiel des pathologies dont nous souffrons sont des pathologies chroniques. Des pathologies chroniques qui, pour une part d'entre elles, tiennent au mode de vie, mais pas seulement. Des pathologies qui n'étaient pas des pathologies chroniques il y a 15 ou 20 ans, le sont devenues. Il y a 20 ans, le cancer n'était pas une pathologie chronique. Les taux de survie à 5 ans ou à 10 ans n'étaient pas du tout ceux qu'ils sont aujourd'hui. Les taux de rémission complète n'étaient pas du tout ceux qu'ils sont aujourd'hui. De la même manière, quand on prend les pathologies VIH, hein, SIDA, voilà, hein, ceux de mes camarades de classe qui ont fait des études de médecine, dans les années 85, quand ils revenaient dans un service d'hématologie, 80% des personnes qu'ils accompagnaient étaient mortes à leur retour de vacances. Bon, aujourd'hui, ce sont des pathologies avec lesquelles on vit sur la durée. Donc, on a donc des pathologies qui sont des pathologies chroniques ou qui, grâce au progrès de la médecine, sont devenues des pathologies chroniques. Ça impacte évidemment le système de soins parce que ça veut dire qu'il faut organiser la possibilité pour les personnes de venir sur des séjours itératifs en consultation, en soins ambulatoires, en hospitalisation de jour. Ça veut dire aussi que les aspects de prévention sont majeurs pour un certain nombre de pathologies qui sont directement liées au mode de vie ou à l'environnement. Alors, quelle organisation pour répondre à ces enjeux? Donc la loi HPST, puisque c'est le sigle barbare utilisé maintenant couramment dans le milieu, donc hôpital, patient, santé, territoire. Et d'abord et avant tout, elle a été présentée comme telle, d'ailleurs dans la région, et c'est bien normal puisqu'elle en est d'origine, par Madame Bachelot, c'est d'abord et avant tout une grande loi d'organisation de l'État. Bon. Donc les agences régionales de santé sont en charge de l'ensemble des champs de la prévention, de la veille et de la sécurité sanitaire, de l'organisation des soins. Donc quand on parle de soins, on parle de la réponse sanitaire, hôpitaux, cliniques à but lucratif et à but non lucratif, donc les anciens établissements publics à but non lucratif, maintenant appelés également ESPIC, et la médecine libérale, le médico-social en responsabilité partagée avec les conseils généraux, tout ce qui concerne la politique en direction de nos aînés, hein, des personnes âgées dépendantes, et également le monde du handicap, et puis des sujets transverses, comme par exemple la permanence des soins. Voilà, donc
trois défis et qui sont également des principes fondateurs: l'efficacité, mieux répondre aux besoins; l'efficience, assurer une plus grande performance du système et une meilleure qualité des soins sans dérive de coût; et la démocratie. Alors, les mots ont un sens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment de la part de la tutelle ou du service de l'État que nous sommes restés quand même, ce mot d'efficience, on l'entend tout le temps dans notre bouche, et je crois qu'il faut être précis sur le vocabulaire. L'efficacité, c'est la capacité à atteindre un objectif prédéterminé. Quand on dit de quelqu'un ou d'une organisation qu'elle est efficace, ce sujet, c'est celui-là. L'efficience, c'est la meilleure utilisation des moyens dont on dispose pour atteindre les objectifs susceptibles d'être atteints avec ces moyens-là. Donc l'efficience, c'est pas un mot pour faire passer le rationnement. Le rationnement, quelque part, on est déjà rentré dedans depuis quelques années. Ça a été évidemment aggravé par la crise financière. Et les ARS, les agences régionales de santé, n'ont pas eu de chance quelque part en ce que elles sont intervenues. Leur installation a été finalement concomitante en 2010 avec l'installation durable de la crise financière qui est intervenue fin 2008. Donc, vous voyez des principes directeurs qui portent sur une approche globale de la santé. Donc, l'ARS est compétente sur l'ensemble du champ de la santé, préventif, curatif et médico-social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des domaines sur lesquels l'Agence régionale de santé est en position, on va dire, régalienne, en position d'autorité forte. Donc, elle va autoriser ou refuser d'autoriser un opérateur à installer un nouveau scanner, un nouvel IRM, à exercer telle ou telle activité de soins. Donc là, elle est quelque part seule à la manœuvre, avec bien sûr les instances de concertation qui sont celles de l'Agence régionale de santé. Ou bien elle est à la manœuvre conjointement avec le Conseil général. Les budgets, les dotations de financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, ou bien de certains établissements du médico-social, sont co-signés du président du Conseil général et du directeur général de l'ARS. Donc là, on est, vous voyez, sur une compétence partagée, ou bien elle a simplement, mais c'est déjà énorme, ce que nos directeurs généraux et le ministère appellent une mission et une fonction de plaidoyer, c'est-à-dire elle est là pour porter le message, pour être le lieu de coordination, pour répondre positivement aux acteurs qui viennent nous voir en nous disant voilà, on a besoin de travailler avec l'ARS pour parler, par exemple, de la santé des étudiants. Le service de santé et de médecine universitaire, il n'est pas sous la compétence de notre directrice générale, il est sous la compétence du président de l'université, mais on n'en sait pas moins qu'il y a un vrai sujet de santé des étudiants, par exemple. Et là, nous avons la possibilité, nous, de mobiliser, de faire les relais vis-à-vis de la faculté de médecine, vis-à-vis des professionnels de santé, vis-à-vis des syndicats de professionnels de santé. On est là dans une troisième moyen d'action de l'ARS, qui est la mission de plaidoyer. Donc compétences plénières, compétences partagées ou plaidoyer. Territorialisation, l'enjeu c'est d'avoir une approche des besoins au plus près des personnes et des territoires. Alors ça aussi c'est une notion qu'on a réinterrogée et qu'il va falloir avec le temps, c'est pour ça que cette présentation peut tout à fait servir à se projeter dans l'avenir, qu'il va falloir également réinterroger. La proximité, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la proximité, ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait un médecin généraliste à 5 km dans son bourg? Est-ce que c'est une notion qui va évoluer? Est-ce que c'est une notion qui doit évoluer? Est-ce que c'est une notion qui peut évoluer? Pour prendre deux exemples extrêmes, la proximité, quand vous prenez par exemple le traitement des accidents de plongée ou des accidents de CO2, des intoxications monoxyde de carbone, donc le caisson hyperbare. Le caisson hyperbare, on en a un à Angers, un à Lorient et un à Brest, et au sud, Bordeaux. Voilà. Donc vous voyez qu'on est sur un équipement qui est, à part celui d'Angers, largement situé au-delà des limites de la région. Ça suffit. On a des moyens de transport qui permettent d'amener directement les personnes qui nécessitent ce traitement en urgence à ces endroits-là. Ça veut dire que la proximité pour le traitement de l'intoxication monoxyde de carbone ou de la plongée, finalement, il suffit de 3-4 centres qui sont distants de plusieurs centaines de kilomètres. Quant à l'autre bout de l'échelle, on prend la réponse aux besoins de santé courants des personnes âgées. Eh bien, on va dire que la réponse
réponse, on a quand même besoin de l'avoir peut-être au niveau du canton, hein, ou au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale. Et entre les deux, eh bien, vous avez effectivement toute une série de granularités différentes suivant le sujet dont on traite. La responsabilisation, donc on déconcentre et on localise les prises de décision avec l'éclairage de l'ensemble des parties prenantes. Une des caractéristiques de la loi de HPST, en tout cas, est de la volonté de faire une beaucoup plus grande place aux usagers. Bon. Et c'est enfin l'union des forces de l'État et de l'assurance maladie. Vous allez me dire, mais l'État c'est l'assurance maladie. Oui mais non, hein, puisqu'il y avait quand même des organisations distinctes qu'on a donc réunies. Alors d'où venons-nous? Alors nous venons du paysage qui est à gauche. Je crois que j'ai un petit un petit engin. On vient de là, voilà. Alors pour ma part, moi j'étais là. Alors vous avez dans cette colonne là les ex-services de l'État, services directs de l'État, une partie des DRAS et une partie des DAS, à peu près 75%, direction régionale et direction départementale sanitaire et sociale, ont rejoint les nouvelles ARS. Vous aviez ensuite la colonne assurance maladie, une partie des anciennes CRAM, on est en face de la nouvelle CARSAT, hein, Caisse régionale d'assurance maladie, des unions régionales des caisses d'assurance maladie, de la direction régionale du service médical de l'assurance maladie qui est également de l'autre côté de la place, et une partie, toute petite partie, des caisses du régime social des indépendants, l'ancien régime des non-noms, hein, des artisans et de la mutualité sociale agricole. Les URCAM ont rejoint en totalité les ARS, les autres, c'est une petite partie de leurs effectifs. C'était les effectifs qui travaillaient sur les politiques de santé et le financement des établissements privés de santé. Et vous aviez au milieu les organismes État plus assurance maladie. On a parlé d'endogamie administrative parce qu'on avait bien dû, déjà depuis 1996, créer différents organismes pour gérer en commun finalement les champs qui se recouvraient ou s'articulaient absolument. Parce qu'on n'imagine évidemment pas réfléchir à la permanence des soins, au réseau, aux maisons de santé pluriprofessionnelles, maisons médicales de garde, sans réfléchir ensemble entre les caisses d'assurance maladie et les DAS et les DRAS. Bon, et la mission régionale de santé assurer ce rôle-là. Elle était présidée une année par le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation et une année par le directeur de l'URCAM. Le groupement régional de santé publique était une énorme assemblée qui réunissait dans son conseil d'administration, dans lequel certains d'entre vous ont participé, l'ensemble des partenaires au niveau du département pour définir notamment la politique de prévention. Tout ce monde-là étant financé par des subventions des autres, ce qui posait quelques soucis à la Cour des comptes. Les agences régionales de l'hospitalisation, comme vous le savez, ont été créées en 1996 et ont vu petit à petit leur champ s'étendre. Rappelons simplement que le projet des ARS était déjà dans les cartons en 1996. Le législateur n'a pas souhaité aller trop vite. Donc nous avions antérieurement quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 organismes. Alors certains qui étaient des poids lourds, CRAM, URCAM, ARH et RSP d'Astras, mais qui devaient se concerter tous les mois dans le cadre de l'organe décisionnel d'alors, puisque les ARH avaient été créés dans le cadre d'une convention constitutive souple. Le directeur de la ARH était le donneur d'ordre de 130 personnes alors qu'il était l'employeur direct d'une quinzaine, ce qui était compliqué quand même, pour mettre leur violon d'accord pour avoir finalement une unique, si possible, politique régionale. Donc finalement, le grand changement de la loi, c'est d'avoir une unité de commandement au niveau de niveau régional. C'est pour ça qu'on a parlé de préfet sanitaire. Voilà. Pardon. Alors, je passe très rapidement. Donc, les ARS sont des établissements publics nationaux. Chacune des 22 ARS est un établissement public national. Nos directeurs généraux sont nommés en Conseil des ministres. Il y a bien évidemment un conseil de surveillance comme tous les établissements publics. L'organe central est une conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui est effectivement importante, qui réunit une centaine de personnes, mais finalement pas plus que le conseil d'administration du GRSP antérieur. Avec 2 commissions de coordination des politiques qui sont les tours de table des financeurs, où sont représentés les conseils généraux, etc. Et dans le secteur de la prévention et de la prise en charge et accompagnement médico-sociaux, des conférences de territoire sur lesquelles je vais revenir. Et puis, donc, la loi prévoyait que soient mis en place des délégations territoriales départementales. Et donc, voilà, Madame de Saulles m'a fait l'honneur de me confier celle de Loire-Atlantique, ce qui me vaut d'être auprès de vous ce soir. Bon, donc
C'est ce que je vous ai dit là. Voilà. Donc vous avez la conférence régionale de santé, le conseil de surveillance, qui contrôle l'activité du directeur général, qui anime et qui rend compte devant la commission des coordinations les commissions de coordination des politiques, qui associent donc l'État, les collectivités territoriales, la sécurité sociale, pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions, puisqu'on a évidemment des calendriers différents, et puisque les conseils généraux sont restés en compétences plénières et premières sur, par exemple, le secteur des personnes âgées, mais ils ont également un schéma en direction de l'enfance et des familles, et un schéma en direction du handicap. Voilà. Alors là, vous avez les différentes instances de l'ARS. Je ne vais pas rentrer dedans, je vous laisse, c'est fait, je vous laisse le diaporama. La conférence de territoire, 50 personnes. Donc l'enjeu finalement c'est quoi? C'est que nous déclinions sur le territoire le projet régional et qu'en même temps nous fassions remonter au niveau régional les spécificités du territoire. Et que nous prenions, donc que nous agissions en complémentarité et en subsidiarité. Il y a peut-être des sujets qu'il faut traiter au niveau micro dans ce territoire. Il y a peut-être des sujets qui ne concernent qu'une partie du territoire. Les sujets nantais, c'est pas les mêmes que les sujets de la région de Châteaubriand, etc. Bon. Donc c'est également un lieu, un instrument de décloisonnement entre les secteurs hospitaliers, médico-social, prévention ambulatoire et un instrument de la démocratie sanitaire. Par rapport aux anciennes conférences de territoire, on a vu très nettement lors de l'installation la bascule, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs traditionnels, notamment ceux des établissements, qui ont été un petit peu les fédérations, un petit peu désarçonnés, parce qu'ils avaient plus peut-être l'habitude de travailler entre eux, entre soi, entre professionnels de la réponse sanitaire, et moins avec les usagers, et moins avec les représentants d'autres univers. Alors la notion de territoire. Donc vous avez vu, la loi a prévu, je vais tout afficher, ça sera plus simple. Voilà. La loi a prévu des délégations, la loi a prévu des délégations territoriales par département. Mais la loi a également dit à nos directeurs généraux, la première chose que vous devez faire, c'est définir des territoires. Alors le territoire dont on parle ici, c'est le territoire qui est le territoire d'implantation de la conférence de territoire. C'est pas la notion de territoire de proximité pour la réponse, telle qu'on vient d'en parler quand on a parlé des questions hyperbares ou de la médecine de proximité. Alors, il y avait différents choix qui s'offraient à nous. Il y avait les anciens territoires de santé de l'agence régionale de l'hospitalisation, mais ils avaient été définis en fonction des flux de population entre les établissements sanitaires. Il y avait les 5 départements, que tout le monde connaissait bien et qui correspondaient aux compétences des conseils généraux en matière de personnes âgées, par exemple, et qui correspondaient aussi aux compétences des préfets en matière de prévention et gestion des risques. Il y a eu une réflexion qui a été portée par nombre de membres de la CRSA pour dire finalement, dans notre grande région, on a deux ensembles de territoires qui se ressemblent un petit peu. La côte Loire-Atlantique, Vendée partagent des problématiques identiques en termes d'afflux touristique, en termes de densification urbaine, etc. Et l'intérieur, notamment la Mayenne, la Sarthe, mais certaines zones du Maine-et-Loire partagent également des problématiques de difficultés d'accès aux soins au plan géographique, de désertification des professionnels, etc. Et puis on s'est dit, il faut voir loin. Vont tomber les textes sur les métropoles au sens européen. Pourquoi ne pas avoir aussi une réflexion en identifiant la métropole nantaise comme un territoire à part entière? Et puis le choix de la CRSA, et que Madame de Saulles a suivi, s'est finalement porté sur l'option 5 départements, en se disant qu'on avait parfois tort d'avoir raison trop tôt et que les compétences des métropoles au sens européen, donc de la dizaine de villes qui seront métropoles au plan français, n'étaient pas encore clairement définies, qu'on était également un peu au milieu du gué en ce qui concernait la réforme des collectivités territoriales, bref, que là c'était sans doute un petit peu trop tôt, que là oui, il y avait une vraie réalité, mais entre les deux, les frontières territoriales, l'important c'est qu'elles n'en soient pas quand même. Donc on est resté pour cette année d'installation, et finalement je crois que ça nous a simplifié quand même la vie sur la notion de département. Donc les territoires de santé dans cette région Pays de la Loire sont les mêmes que ceux du ressort des délégations territoriales et sont les mêmes que ceux des départements, échelons de déconcentration de l'État et échelons et collectivités territoriales. C'est pas le cas partout.
La Bretagne a défini 8 territoires de santé. Hein. Donc, elle a un nombre de délégations territoriales basées sur le département différent du nombre de territoires de santé. Donc, il y a un nombre de conférences territoriales supérieur au nombre de départements. Bon. Alors, quelle organisation avons-nous? Nous avons donc une organisation, un directeur général. Nous avons des directions dites métiers. Alors, l'ARS, c'est 480 personnes. C'est 480 personnes sur 5 sites d'implantation, un site nantais, puisque en Loire-Atlantique, nous cohabitons avec la direction générale. Et puis, évidemment, il y a aussi une implantation à La Roche-sur-Yon, à Laval, au Mans et à Angers. Donc, nous avons des directions dites métiers, avec la prévention et la protection de la santé, l'accompagnement et les soins, la qualité et de l'efficience, qui sont un petit peu des directions en tuyaux d'orgue, mais qui ont également en grisé des cellules transversales, puisque le sujet est quand même le décloisonnement. Et donc les 5 délégations territoriales sont plus particulièrement chargées de l'animation des politiques de territoire, c'est-à-dire finalement de la question des maillages du territoire pour le département animation des politiques de territoire. Est-ce qu'on a la bonne réponse aux besoins de santé, d'accompagnement médico-social pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap? Comment est-ce que les établissements travaillent entre eux? Comment est-ce qu'ils coopèrent? Est-ce qu'on a le bon maillage en termes de médecins libéraux et d'infirmiers, de kinésithérapeutes, etc. Donc ça, ce sont ces questions finalement de stratégie sur le territoire dont le département animation des politiques de territoire est en charge. Hein. Voilà. Il y a également quelques missions résiduelles de gestion des professionnels de santé. Vous avez un autre grand département, et son responsable a bien voulu m'accompagner ce soir, qui est celui de la sécurité sanitaire des personnes et de l'environnement. Et là, on est sur l'expertise sanitaire et le traitement des alertes et de sécurité sanitaire. Vous trouvez là des missions qui sont exercées pour l'essentiel par délégation du préfet, mais pas toutes, mais l'essentiel, et qui sont les anciennes missions d'hygiène du milieu, hygiène de l'eau, hygiène de l'air intérieur, hygiène de l'air extérieur, et toute une multiplicité de questions environnementales, anciennes ou émergentes, habitat insalubre. On a mis en place en 2010 le pôle habitat insalubre avec l'ensemble des services préfectoraux, des bailleurs, les services de la justice, etc. Des sujets liés au radon, à la radioactivité, les sujets liés à l'amiante, les sujets liés aux risques émergents. Voilà. Alors sur lequel nous travaillons au niveau départemental ou au niveau régional. Nous sommes d'ailleurs très très occupés, notamment l'été, par la question de l'eau, hein, que ce soit les eaux de consommation ou les eaux de loisirs, avec les eaux de baignade, avec voilà, hein, c'est la délégation territoriale qui produit les arrêtés que vous voyez affichés dans les mairies ou sur la plage l'été, disant on peut se baigner ou bien on peut pas. Bon, donc une organisation qui a vocation à décloisonner, mutualiser au sein des directions métiers comme des délégations territoriales. Voilà sur cette première partie présentation. Alors ce que je peux quand même également vous dire, c'est que le monde de la santé était en fait intégré, ça vous le savez, dans un vaste mouvement de réorganisation de l'État qui a été concomitant. Les ARS ont été donc installés au 1er avril 2010, mais au 1er janvier 2010, vous avez eu une profonde réforme de l'État, hein, qui s'est traduite par la suppression des nombreuses directions départementales et directions régionales avec lesquelles le citoyen avait appris à vivre depuis les premières lois de décentralisation en 83, hein, les directions départementales de l'équipement, de l'agriculture, jeunesse et sport, etc., qui ont été fusionnées dans les grandes régions comme celle-ci, 3 directions et c'est tout, et dans les régions plus petites, 2. Donc on a eu une réorganisation d'ensemble des services de l'État majeure qui s'est quand même traduit aussi pour beaucoup, les institutionnels et les autres, par une perte de repères, hein, qui n'est sans doute pas encore complètement restaurée. Si je rajoute à ça que du côté de l'assurance maladie, au niveau national, sur cette période-là, une caisse d'assurance maladie sur 2 à peu près a fait l'objet d'une réorganisation majeure,
Par exemple, au hasard, en Loire-Atlantique, la fusion de la CPAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et de celle de Saint-Nazaire, qui représente également des milliers d'agents. La transformation des caisses régionales d'assurance maladie en CARSAT, alors là j'ai oublié le sigle, vous m'en excuserez, mais donc avec une modification également de leur champ de compétences. Donc en fait, c'est les trois grands partenaires, l'État hors santé, la sphère santé et l'assurance maladie, qui sur très peu d'années ont été très profondément réorganisés, avec une très faible médiatisation. Parce que je pense que c'est pas forcément des sujets très porteurs aux 20 heures, et surtout c'est des sujets qu'on peut pas traiter en quelques secondes ou quelques minutes. Ils demandent un temps d'explication un petit peu plus long. Voilà, alors ça c'est la couverture du projet régional de santé 2012-2016 qui a été publié vendredi dernier et que vous pourrez trouver sur le site internet de l'agence régionale de santé. Alors, quelle est finalement l'ambition de ce projet régional de santé? Alors, vous avez peut-être vu la conférence de presse qu'a donnée ce vendredi dernier Madame de Saulles lors de la publication de ce programme. En fait, cette ambition, elle est triple. Elle est l'amélioration de l'espérance de vie sans incapacité et du taux de mortalité évitable avant 65 ans des Ligériens. Bon. Donc, on sait quand on analyse de manière détaillée les chiffres, qu'on a véritablement des progrès à faire importants sur le taux de mortalité évitable, en particulier pour les messieurs. Ils sont plus concernés que les dames, pour toute une série effectivement de pathologies et d'accidents. Voilà. L'amélioration de l'espérance de vie sans incapacité, c'est également un enjeu majeur sur la durée. Deuxième ambition, faire progresser l'organisation du système de santé. Bon, il y a une réflexion que nous devons absolument accompagner sur la compétence, les évolutions de compétences, la mobilisation des professionnels, les démarches innovantes, et également la mise en place de parcours de santé individualisés et coordonnés. Le troisième enjeu, et c'est particulièrement vrai dans ce département, mais c'est à l'échelle de la région, c'est de faire face à l'augmentation de la population, puisqu'on est sur un département qui est particulièrement dynamique, et encore plus dans certaines zones, et également à l'intérieur de cette augmentation globale de la population, du nombre de personnes vivant avec une maladie ou un handicap et répondant à leurs besoins d'accompagnement personnalisé. Alors, je vais pas vous donner de chiffres parce que j'aurais beaucoup de mal à choisir entre les chiffres. Vous avez sur le site de l'Observatoire régional de santé de la région Pays de la Loire, qui est un très bon, puisque le niveau national des observatoires régional leur confie beaucoup d'études à l'ORS, un excellent fascicule qui est édité tous les 2 ou 3 ans. C'est la santé observée dans les Pays de la Loire. Alors je vais vous en laisser un, et l'ORS pourra vous en donner d'autres. L'ORS publie également, en lien avec l'ARS et l'INSEE, un certain nombre d'études ponctuelles. Et par exemple, celle qui vient de sortir en février 2012, c'est Pays de la Loire, 33 000 personnes âgées dépendantes supplémentaires d'ici 2030. Voilà, donc on est sur 2030. Bon, avec donc l'évolution, qui seront-elles? Les 2/3 seront des femmes. Le maintien à domicile est plébiscité. La vague de vieillissement de grande ampleur, c'est à partir de 2030, donc c'est même au-delà. Dans une région qui est très bien dotée en places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au regard d'autres régions, toutes choses en données corrigées, et donc des progressions, des pyramides des âges et un certain nombre de choses. Donc je vous laisserai bien sûr tout ceci. Alors le projet régional de santé, c'est donc également 3 grandes orientations stratégiques, on va les voir, 3 schémas régionaux avec 15 objectifs. Nous souhaitions ne pas avoir trop d'objectifs pour arriver à suivre l'ensemble des dossiers à 5 ans. 15 objectifs de prévention, promotion de la santé, 31 objectifs d'organisation des soins, 18 objectifs pour l'accompagnement médico-social, un programme territorial de santé dans chacun des départements et des programmes régionaux thématiques. Pour la prévention, la perte d'autonomie, le développement des systèmes d'information partagés et la télémédecine,
et la maîtrise de l'augmentation des dépenses de santé et la garantie d'un système solidaire et équitable. Et on se retrouve là sur les programmes conduits jusqu'à présent par l'assurance maladie dans le cadre de la gestion du risque. Alors, ces orientations stratégiques, les voilà, hein, la personne au cœur du système de santé. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire un système et des approches beaucoup plus centrés sur la personne pour plus de participation et d'autonomie. Vous allez me dire, mais avant, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, l'idée est la suivante. L'idée, c'est que nous nous rencontrions entre les professionnels qui prennent en charge les gens et les institutionnels sur l'approche suivante. Les institutionnels qui prennent en charge les institutions qui prennent en charge les personnes sont confrontées dans beaucoup de domaines à une évolution des personnes qu'elles prennent en charge. Et donc, on se rend compte, je prends par exemple la situation des jeunes en situation de handicap, qu'on a besoin en fait de services complémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de services d'éducation spécialisés, soit en milieu ordinaire, comme on dit. Hein. Bon, donc c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de les scolariser dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées qui vont simplement, dans les classes dans lesquelles ils sont, prévoir un accompagnement complémentaire. Soit leur état ne le permet pas et il faut avoir des unités d'enseignement spécialisées. Et tel ou tel jeune peut recevoir un enseignement pendant une demi-journée ou 2 ou 3 ou 5 par semaine. Et en plus, ça va évoluer en fonction de l'âge auquel il est, de l'évolution de la pathologie, de la qualité de la prise en charge. Et en complément, on va avoir besoin d'autre chose. On va avoir peut-être besoin d'hôpital de jour, on va peut-être avoir besoin d'un orthophoniste, on va peut-être avoir besoin d'un psychiatre, on va peut-être avoir besoin d'un certain nombre de prestations complémentaires. La famille est peut-être en situation d'accueillir ce jeune en permanence, peut-être qu'elle a aussi besoin de souffler, et peut-être qu'elle a besoin de 2-3 nuits par semaine, d'un internat, d'un semi-internat, peut-être qu'elle a besoin d'un hébergement séquentiel. Peut-être qu'elle a besoin simplement à certains moments de pouvoir garantir un accueil de ce jeune dans un foyer. Peut-être qu'elle a besoin de structures qui permettent justement de rétablir le lien avec la famille. Donc on se rend compte qu'on est finalement sur des constructions de parcours très personnalisées. Bon, alors une fois qu'on est parti de ces besoins individualisés finalement, les professionnels du secteur de l'enfance handicapée vont dire voilà, la population qui a besoin de ceci, on l'estime à tant, et là on peut en inférer les structures. Mais vous voyez que les sujets de coordination, donc on va appeler de parcours, deviennent majeurs. Bon. On peut conduire la même réflexion sur d'autres domaines, c'est-à-dire que le sujet de l'hospitalisation en aigu ou de l'hospitalisation des personnes âgées en est un. Très souvent, l'hospitalisation pourrait être évitée si on connaissait bien la personne, si on avait anticipé. Très souvent, le passage par la case urgence doit pouvoir être évité quand on hospitalise une personne âgée. Bon, donc très souvent, quand on hospitalise, il faut absolument, au moment de l'hospitalisation, préparer le retour à domicile. C'est-à-dire que quand les médecins diront oui, nous, c'est fini pour nous, on n'a plus besoin de garder telle personne chez nous, il faut que d'autres services derrière aient préparé le retour, c'est-à-dire sachent si pour cette personne, les conditions sont réunies pour permettre un retour à domicile en sécurité. Les conditions de vie, est-elle seule, ne l'est-elle pas? Les conditions de logement, y a-t-il ou n'y a-t-il pas un escalier? On est vraiment sur des questions extrêmement concrètes, qui ne sont pas toujours suffisamment bien gérées en amont. La proximité organisée. Alors, la proximité organisée, c'est un petit peu ce que je vous disais là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, la proximité. L'autre sujet, c'est accompagner le virage à l'ambulatoire. Bon, aujourd'hui, les hôpitaux ont vocation à être beaucoup plus des plateaux techniques pour des soins aigus. Pourquoi? Parce que le progrès le permet et parce que les gens sont demandeurs. Aujourd'hui, quand vous avez un établissement qui permet de faire certains actes en ambulatoire et un qui ne le permet pas, la majorité de nous tous se dit moi je préfère de beaucoup être hospitalisé une demi-journée ou une journée que d'être hospitalisé 3 jours. Bon. Donc ce virage vers l'ambulatoire va se poursuivre et donc ça impacte fortement évidemment les capacités hospitalières et vous retrouvez là un des éléments du débat autour du dimensionnement du futur CHU sur l'île de Nantes. Hein. On sait de toute façon que dans le monde occidental développé, on va arriver entre quelque chose comme 60 à 80% des capacités hospitalières en ambulatoire. Voilà. Hein.
on y est déjà dans certains pays. Donc la proximité organisée, c'est un premier recours, c'est-à-dire l'accès aux médecins libéraux, qui est le pivot du système. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, dans un premier temps, qu'on puisse avoir en proximité des maisons médicales de garde, des centres, des maisons de santé pluriprofessionnelles, où les gens puissent trouver un premier élément de diagnostic, d'orientation, de discussion pour la prise en charge de leur pathologie. Et il faut également que ce premier recours soit en capacité d'organiser l'accès aux spécialistes, parce que l'accès aux spécialistes c'est un vrai sujet. Sur Nantes, on arrive encore à peu près, mais parfois avec des délais de rendez-vous de 3 mois. Chez un ophtalmo, chez votre ophtalmo, votre dermatologue, on est tous à peu près logés à la même enseigne. C'est encore beaucoup plus compliqué dans certains territoires pour avoir évoqué le sujet avec des gens de Saint-Gildas-des-Bois ou bon. Voilà. Donc, la fluidité des parcours est également quelque chose d'important entre le domicile, tel type d'établissement, tel autre type d'établissement. Le troisième sujet, c'est évidemment la maîtrise des risques en santé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut absolument développer la prévention dans tous les champs. Jusqu'à présent, nous avons certes des acteurs spécialisés dans la prévention, mais il faut également que la prévention soit portée par tous les professionnels de santé. Et accompagné d'ailleurs en ce sens par les pouvoirs publics. La question est ouverte de la rémunération des actions de prévention des professionnels de santé. Le premier qui fait de la prévention, c'est quand même le médecin, c'est quand même le pharmacien, c'est quand même le professionnel de santé de premier recours qui au quotidien explique aux patients comment faire en sorte de ne pas tomber malade ou de ne pas aggraver, etc. Bon. Et puis, il y a évidemment la mobilisation pour réduire les inégalités de santé et lutter contre l'exclusion. Alors, ce sujet des inégalités de santé est un sujet majeur, qui est un des enjeux majeurs demandés à nos directeurs généraux. Mais il faut bien avoir à l'esprit que partout dans nos pays, les inégalités de santé sont expliquées à hauteur de 80% par des facteurs qui ne sont pas liés à l'offre de santé. Bon. Les inégalités de santé ont d'abord pour origine les inégalités d'insertion sociale, les inégalités de revenus, les inégalités de niveau de connaissance et de culture. Les 20% restants, et c'est déjà considérable, j'allais dire là, c'est effectivement de la responsabilité des acteurs de santé, puisque ce sont des inégalités qui tiennent à la qualité de l'offre de soins, à la localisation de l'offre de soins, par exemple. Alors, ce que je vous ai raconté là, c'est ce qui était sur cette diapositive-là, donc je passe. Alors, vous voyez donc que nos schémas ont donc un enjeu de transversalité, puisque nos orientations stratégiques, nous les déclinons à la fois dans le schéma régional de prévention, dans le schéma régional d'organisation des soins, dans le schéma régional d'organisation médico-sociale, pour ces 3 grandes orientations stratégiques. Donc ça, c'est une volonté qu'on les retrouve partout. Alors, ce projet régional de santé, vous avez vu donc une couche plan stratégique, une couche schéma avec un petit nouveau par rapport à ceux qui existaient avant, c'est le schéma ambulatoire, qui n'est pas opposable, sauf la cartographie des zones, des déserts médicaux, puisqu'il y a là également une réglementation particulière comportant des enjeux fiscaux et tarifaires, mais on est très peu concerné en Loire-Atlantique. Et puis les programmes, les programmes dont je parlais, la soutenabilité financière du système, la gestion du risque assurantiel, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, l'accès aux soins des plus démunis, la télémédecine et le PRIAC. Donc 4 programmes généralistes et évidemment 5 programmes territoriaux de santé qui ont été élaborés avec les conférences de territoire qui portent sur le comment est-ce qu'on travaille ensemble et notamment comment on traite les recouvrements de population. Je vous ai parlé de personnes âgées, je vous ai parlé de personnes handicapées, je vous ai parlé de gens malades. Eh bien, nous avons aussi des gens handicapés qui tombent malades, nous avons aussi des handicapés vieillissants et nous avons aussi, et on peut superposer. Et donc, l'ensemble des collaborateurs, moi je dis à mon équipe qu'ils sont bien positionnés quand ils sont assis entre 2 chaises, si ce n'est entre 3 ou 4, puisque c'est là qu'il faut travailler, c'est sur les interfaces. Voilà. Bon. Et alors, le PRS va maintenant rentrer dans sa phase de mise en œuvre et donc nous allons le décliner annuellement sous forme de feuille de route territoriale et thématique. Voilà.
Je vais vous laisser, je crois que l'ARS en aura d'autres, je vais vous laisser, mais vous l'avez en ligne, une petite plaquette avec le DVD de l'ARS, et puis je me débrouillerai pour vous en diffuser d'autres. L'évolution Horizon 2030. Alors, l'évolution Horizon 2030, à moins que vous vouliez qu'on s'arrête un petit peu, Monsieur Audic, finalement... Je vous ai fait une seule diapositive pour ouvrir le débat. Hein. On pourra parler évidemment du sujet sur l'agglomération nantaise. On va être confronté à on est déjà confronté à une évolution des pathologies. Hein. On sait qu'on est sur un train de développement des pathologies chroniques. Hein. On sait que beaucoup d'entre elles relèvent beaucoup plus du mode de vie finalement que de santé à proprement parler. C'est par exemple le cas de l'explosion de l'obésité, de l'explosion des pathologies cardiovasculaires, de l'explosion de certains types de pathologies. Donc il y a véritablement là-dessus un enjeu de prévention et un enjeu de comment vivra-t-on. Hein. Très souvent on dit aux élus qu'ils font plus pour la santé de leurs concitoyens en organisant des aires de sport, des parcs de loisirs, en permettant aux écoles d'y accéder, en ayant des programmes alimentaires équilibrés, en veillant à la qualité des messages qui sont passés quant au contenu du goûter des enfants dans les écoles, en construisant des établissements de proximité. On a évidemment un enjeu d'évolution des métiers qui est complexe. D'évolution des métiers parce que les attentes des professionnels de santé ont évolué. La vie professionnelle, comme la vie tout court, comme la vie de couple, comme la vie, est beaucoup plus longue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ou 50 ans. Donc, on peut difficilement imaginer, d'ailleurs les médecins par exemple ne l'imaginent pas, qu'ils aient la même pratique à 30 ans quand ils sortent de faculté, à 50 ans et à 60 ans. Donc, il faut penser l'évolution de ces métiers. On voit également très bien, on a très mal anticipé la féminisation de la médecine. Hein. Bon, ça fait quand même longtemps que plus d'un étudiant en médecine sur deux est une étudiante. Bon, on a commencé par dire que les femmes n'acceptaient pas de travailler 70 heures par semaine à la différence de leurs aînés, et que ce qui est certain, c'est que le modèle du médecin généraliste installé dans le bourg, je reprends les propos de médecins élus et eux-mêmes généralistes à la retraite, où le médecin généraliste achetait la belle maison du bourg, s'y installait avec sa famille et sa femme tenait la maison, la comptabilité, la clientèle. C'est une époque qui est révolue. Bon, et donc on a une attente des jeunes professionnels. Les femmes médecins, elles travaillent peut-être pas 70 heures par semaine, mais elles travaillent 50 comme leurs conjoints, qui en tant que jeunes papas ont aussi envie d'être beaucoup plus impliqués à la maison auprès de leurs enfants. Bon, donc cette évolution des comportements en fait concerne un petit peu tout le monde. Bon, on a également une évolution des pratiques où beaucoup de professionnels aujourd'hui, dans toutes les spécialités, finalement, la conduite du traitement, c'est d'abord et avant tout une discussion entre pairs. Donc ils cherchent à pouvoir travailler en équipe, travailler ensemble, pour pouvoir se remplacer mutuellement, pour pouvoir décider en groupe. Donc on a une évolution très importante des métiers dans tous les secteurs. On a évidemment une évolution des techniques qui a été considérable et qui va se poursuivre à grande vitesse. On est sans doute à la veille d'évolutions technologiques encore majeures. Bon. Certains je vous ai également donné en fin de diaporama les références d'un site de prospective gouvernementale que je trouve très intéressant. On sera sans doute en 2030 vers des études d'épidémiologie fines supportées par les réseaux sociaux. Hein. On est en plein développement d'un certain nombre de choses qui sont en pleine explosion dans le cadre des réseaux Twitter, des réseaux de tous les réseaux sociaux qui se développent. Et qui vont complètement transformer le paysage. On est également à la veille d'une transformation profonde du paysage, du suivi à domicile par le biais, là également, du développement des techniques de surveillance à distance d'un certain nombre de paramètres, par le biais du développement de la domotique, etc. Bon. Nous avons donc derrière, évidemment, un impact sur l'évolution des organisations qui va être majeur, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des organisations beaucoup plus démultipliées, beaucoup plus en réseau, mais dont le pilotage sera évidemment beaucoup plus complexe.
Et puis la question qui est sans doute encore mal cernée, je pense à mon avis, c'est la question la question de l'évolution, hein, horizon 2030, hein, toujours, des questions de santé environnementale. Voilà. Par exemple, on sait très bien à la date d'aujourd'hui que l'explosion des cancers ne peut pas être rapportée au seul vieillissement, mais à des facteurs beaucoup plus complexes qui sont des facteurs croisés, hein, dont l'étude se fait, hein, dans le cadre de groupes de recherche européens sur des sujets particulièrement complexes. Mais les sujets de santé environnementale, qui sont des sujets émergents, hein, finalement aujourd'hui, seront sans doute des sujets majeurs. Alors, les réflexions, alors peut-être pas à horizon de 2030, mais un petit peu avant sur l'agglomération nantaise, c'est évidemment de prendre ce virage de l'ambulatoire, hein, cette révolution de l'ambulatoire, avec l'évolution des capacités hospitalières dans ce sens. Le deuxième sujet, c'est évidemment, ou le premier sujet, c'est évidemment l'accessibilité économique, hein, et les ARS ont les moyens réglementaires de se poser en garante de l'accès à un tarif opposable pour l'ensemble des spécialités, que l'opérateur soit public ou privé, hein. Bon. S'il n'y a qu'un seul opérateur, si cet opérateur est privé, la réglementation permet à l'agence d'imposer le tarif opposable, assurance maladie. C'est d'ores et déjà le cas depuis longtemps dans les pôles publics-privés que nous connaissons dans la région. On va prendre par exemple celui de Fontenay-le-Comte dans le département de Vendée, mais c'est le cas partout. Le troisième sujet peut être vu autour de la répartition territoriale sur l'agglomération nantaise, avec ce choix d'une installation centrale pour le futur CHU qui équilibre les pôles Est, les pôles Nord et les pôles Nord-Ouest et les pôles Sud, et puis également l'évolution de la réponse pour les personnes âgées dépendantes. Personnes âgées dépendantes qui souhaitent massivement pouvoir vieillir au domicile et qui nécessitent donc qu'on développe dans des proportions beaucoup plus considérables l'offre de services, l'articulation de ces services et surtout la réflexion sur le logement. Je lisais il y a très peu de temps un article du Monde, je crois, qui donnait quelques exemples européens et qui rappelait que le Danemark avait décidé dès 1987 d'arrêter toute construction d'établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Donc la décision d'arrêt de construction des maisons de retraite au Danemark remonte à 87. Et ils sont passés de 17% de la population de la tranche d'âge concernée en maison de retraite à 5%, en mettant le paquet sur quoi finalement? Sur la réhabilitation du domicile et sur la réflexion, sur l'anticipation de la réflexion dans la construction de domiciles qui permettent des évolutions à peu de frais ou qui anticipent l'évolution, qui permettent finalement le maintien au domicile. Alors, rappelons quand même que dans le département, on a été quand même l'an dernier au niveau de création de 600 places d'EHPAD, 23 millions d'euros de médicalisation. Donc à l'heure actuelle, quand on peut absolument pas parler de désengagement de l'État sur ce secteur-là, même si le rythme de progression qui a été antérieurement de 6% a été diminué par 2 en descendant à 3%. Mais la réalité est quand même celle-là. Alors le troisième élément de contexte, c'est que de toute façon, nous sommes rentrés de manière durable dans une crise financière qui concerne un nombre conséquent de pays, et que la contrainte budgétaire qui pèse sur nous en 2011-2012, quel que soit le résultat des prochaines élections, sera sans doute la même, si ce n'est renforcée pour les années suivantes. Alors, j'ai trouvé, moi, pas mal de choses. Alors, il y a bien sûr des tas d'autres sources, mais le Centre d'analyse stratégique, stratégie.gouv.fr, produit un certain nombre d'études qui sont, je trouve, extrêmement intéressantes. Et vous en avez, j'ai ramené quelques titres qui peuvent nourrir votre réflexion sur à la fois vaut-il toujours mieux prévenir que guérir? Est-ce que finalement comment réinterroger les coûts de la prévention? Comment faire en sorte d'avoir une prévention plus ciblée,
puisque la question se pose. Quelles opportunités pour l'offre de soins de demain et comment vont évoluer les coopérations entre les professionnels de santé? Quelles nouvelles approches pour l'éducation thérapeutique? Y a-t-il encore des marges d'efficience à l'hôpital ou non après les trains de réforme soutenus que nos institutions hospitalières ont connus? Et à quoi ressemblera la santé dans 20 ans avec en comparaison, par exemple, les évolutions que personne ne pouvait imaginer sur la consommation de musique en ligne et le modèle qui est déjà derrière nous des majeures compagnies du disque et du DVD et du CD et qui disparaît totalement, ou de la photographie digitale par rapport à avant, et qui sont encore à la veille de révolutions technologiques dont on n'a pas fini de mesurer les effets. Donc vous voyez, je me suis peu étendue sur la dernière partie. Non, mais ça va sans doute amener nos participants de ce soir à vous interroger, peut-être, à vous demander quelques éclairages. D'abord, vous remercier. Je pense qu'on peut applaudir Madame Nérol parce qu'elle a fait un exposé assez complet, efficient, je vais dire, pour reprendre vos termes. Voilà, l'échange est ouvert. Je vais peut-être commencer par poser une question pour être sûr de bien cerner le périmètre de l'ARS. Vous n'avez pas, dans votre exposé, parlé de formation, de recherche, de développement. Est-ce que c'est parce que ça échappe à vos domaines de compétences ou Alors, c'est la mission de recherche et reste une mission des plus grands de nos établissements, et donc bien évidemment nous accompagnons également le développement de la recherche, et vous avez absolument raison de le souligner, puisque c'est également cette dimension-là qui est à l'origine de nombre des évolutions qu'on a constatées et de nombre des évolutions que nous serons amenés à constater. Alors, en ce qui concerne l'enseignement, la situation est plus contrastée, puisque pour certains professionnels, c'est évidemment de la compétence santé, et par contre pour d'autres, on est sur les compétences conseil régional, notamment pour ce qui est de la formation de certains professionnels. Donc là, nous travaillons en liaison étroite au niveau régional de l'ARS avec le conseil régional sur un certain nombre de sujets. Voilà. Merci. Bruno Dehaye, oui. Oui, Bruno Dehaye du Conseil de développement. Je voudrais poser une question concernant ce que vous avez évoqué, efficacité, efficience, démocratie. Et c'est sur le dernier mot que je voudrais revenir, à propos notamment des différents changements qu'il y a eu au fil des changements de majorité, à savoir l'exercice de la médecine privée dans les hôpitaux. Je crois que les médecins ont le droit d'utiliser 20% de leur temps en privé au sein des hôpitaux. Alors moi, personnellement, je trouve ça choquant, puisqu'il y a une médecine privée, il y a des cliniques pour ça, et à mon avis, les hôpitaux publics doivent être accessibles de la même manière à tous. Est-ce que vous avez dans ce secteur-là une influence, ou bien est-ce que ça fait l'objet de vos réflexions ? Bon, alors une réponse, un éclairage général et puis un éclairage spécifique sur ce que vous dites. Alors bon, on va dire que ça fait quasiment bientôt 30 ans que je travaille à différents niveaux et différents postes dans l'offre de soins, et la constatation que je peux faire sur la durée, je crois qu'elle est partagée pour beaucoup, c'est que s'il y a vraiment un domaine où moi j'ai vu sur la durée la droite mettre en œuvre les réformes de la gauche et réciproquement, c'est bien le domaine de la santé, finalement. Bon, donc ça veut dire que y a quand même sur les questions de fond un assez large consensus, à l'exception de quelques dossiers qui sont plus marqués politiquement, puisque l'arrivée de la gauche au pouvoir a été marquée par un reflus ou une interdiction de l'activité libérale, etc. Donc il y a très peu de dossiers qui soient, à mon avis, c'est une opinion personnelle,
personnel, hein, idéologiquement marqué. De la même manière, par exemple, en ce qui concerne la loi, la préparation, les débats parlementaires qui ont présidé à l'adoption de la loi Hôpital Santé Patient Territoire, le constat qui a pu être fait par tous ceux qui ont suivi ces débats, c'est que le clivage, parce que clivage il y avait, est plus passé entre, pour être un peu caricatural, les élus des champs et les élus des villes, qu'entre les élus de droite et les élus de gauche. Donc, c'est-à-dire entre ceux qui souhaitaient, par exemple, que le législateur ait une position contraignante et ferme sur l'implantation des médecins et qui étaient plutôt justement ceux des territoires qui se sentaient en situation, en crainte de désertification, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, et de la même manière pour un certain nombre de sujets. Alors en ce qui concerne l'activité privée, l'activité libérale à l'hôpital, elle est depuis longtemps très strictement encadrée. Par une commission d'activité libérale, par des contrats types, par une obligation d'affichage et d'information du public qui borde quand même complètement cette pratique. Les directions hospitalières y sont très vigilantes. Certes, il y a des contrevenants, il y a des ratés, il y a quelques scandales au niveau national, mais ils sont probablement pas plus nombreux dans cette profession-là que dans beaucoup d'autres. Et je crois que je ne crois pas que ce soit un sujet majeur. Cette disposition a été mise en place à une époque où l'attractivité de la médecine en milieu hospitalier n'était pas au rendez-vous, et il fallait donc avoir des outils pour avoir cette attractivité. Et j'ai moi connu, notamment en Île-de-France, un certain nombre de praticiens qui avaient demandé à avoir une activité libérale parce que tout simplement leur correspondant de ville le leur demandait, et alors qu'ils n'étaient pas du tout des supporters de cette forme d'organisation. Donc je pense pas. Je pense que c'est un sujet qui est très bien suivi par les directions hospitalières. Les représentants des usagers, ils sont généralement très attentifs aussi. Et ça me semble pas. Pour moi, s'il y a des abus, il faut qu'ils soient sanctionnés. Voilà. Donc ça me semble pas être un sujet majeur de difficulté d'accès aux soins. Voilà, hein, donc c'est en milieu hospitalier, en tout cas, c'est parfaitement régulé, quoi. Alors, d'autres interrogations, commentaires? Oui. Oui, Alain Lehenaf du Conseil de développement. Moi, je vous posais deux questions. Une première question, si j'ai bien compris à la fin de l'exposé, il me semble avoir compris, mais j'espère m'être trompé, que le nombre de places en EHPAD devrait stagner dans les prochaines années. Il me semble avoir compris ça. Alors, si c'est le cas, est-ce que c'est une volonté délibérée et pour quelle raison est-ce c'est un choix qui serait fait? Le Danemark est un exemple, pourquoi pas, mais je m'interroge de savoir le bien fondé d'une telle position. Bon, on peut en discuter après. Puis une deuxième question également qui est très spécifique à Nantes. On a beaucoup parlé effectivement du transfert du CHU de Nantes sur l'île de Nantes. Où en est le projet? Parce que c'est quelque chose qui semble maintenant pour l'instant un peu en stand-by. Alors sur la question de l'implantation de l'augmentation du nombre d'EHPAD, c'est une question de soutenabilité financière pour l'État comme pour les conseils généraux. Voilà, puisque on est dans une situation où le coût pour la collectivité est estimé à l'heure actuelle comme bien supérieur. Je crois avoir lu oui, si ma mémoire est exacte. Le coût pour la collectivité de la place en EHPAD est estimé à 1 200 € supérieur à celui d'un maintien à domicile complet et bien organisé. Bon, alors c'est des études que vous trouverez qui sont peut-être, il y a des personnes qui les contestent, etc. Bon, donc il y a un coût pour la collectivité qui n'est pas le même. Bon, ensuite il y a des attentes des personnes qui évoluent. Bon. Les conseils généraux sont d'ailleurs souvent assez ennuyés avec cette affaire, et les élus, parce que quand nombre d'entre eux avaient rencontré d'ailleurs dès la première année notre directrice générale avec des résultats de sondage effectués par des conseillers généraux qui peuvent se résumer comme suit. Est-ce que vous estimez qu'il faut construire un EHPAD dans la ville? Réponse oui. Est-ce que vous avez l'intention d'y aller ou d'y envoyer un de vos proches?
proche? Réponse non. Bon, alors on est évidemment sur de la prospective. Les attentes sont en train d'évoluer. Que voudront les générations qui auront 85 ans dans 20 ans ou dans 30 ans? C'est difficile à déterminer. Bon, ensuite, l'espérance de vie sans handicap continue malgré tout encore de croître. Alors, arrivera-t-on à un plafond? Je ne sais pas. Hein. J'ai pas d'éléments très précis pour vous répondre. À l'heure actuelle et en tout cas dans notre pays, le sujet évolution des attentes et le sujet coût pour les collectivités, puisque vous n'ignorez pas que les conseils généraux sont tous également dans une situation financière compliquée, est un sujet majeur. Le deuxième sujet, le CHU de Nantes. Bon, le sujet à la date d'aujourd'hui est également un sujet de financement. Et il n'est pas le seul. C'est une 60aine d'autres opérations qui sont en stand-by. Pour parler du Grand Ouest, on va parler de Caen, mais qui sont en stand-by pour des raisons de cet ordre. Oui, il y a Henri Favre, c'est ça? Favre, donc Conseil de développement. Oui, parmi les enjeux, vous n'avez pas évoqué l'évolution de la démographie, qui me paraît quand même quelque chose de très important, parce que parallèlement à l'allongement de la durée de vie, il y a l'isolement croissant des personnes et qui ne peut pas s'accompagner, qui ne peut pas accompagner la médecine ambulatoire. C'est contradictoire, ces deux stratégies-là. Alors, l'isolement croissant des personnes, vous voulez de quoi Il y aura plus de personnes seules, isolées de tout environnement familial qui va se produire. Oui. Alors ça va aller s'accroissant pour diverses raisons liées à l'évolution des structures familiales, à la séparation des couples, aux éloignements géographiques pour le travail, etc. À la volonté de muter les gens tous azimuts aussi, donc qui fait que le relais familial ne pourra pas s'exercer. Alors, ça pointe sans doute. Alors là, les acteurs du secteur médico-social, personnes âgées, sont pour nombre d'entre eux déjà très investis, très mobilisés sur des formes d'organisation qui permettent de recréer du lien social entre les gens. Il est clair que c'est un enjeu de qualité de vie qui est un enjeu majeur. De permettre de lutter absolument contre cet isolement des personnes. En ouvrant les structures qui existent, très souvent vous avez le Conseil général développe un programme d'habitat intermédiaire. Vous avez d'ores et déjà un certain nombre de domiciles collectifs, par exemple, qui se créent. Ces domiciles collectifs où un certain nombre d'EHPAD sont ouverts sur la ville, c'est-à-dire que des gens qui sont seuls au domicile peuvent venir y prendre leur repas, peuvent venir passer un temps au café qui est installé dans ces locaux, peuvent venir participer et retrouver des amis et des relations pour se livrer à un certain nombre d'activités. De la même manière, nombre de ces établissements s'ouvrent de plus en plus largement à la ville pour pouvoir intégrer les activités mises à disposition en population générale à la fois pour leurs résidents mais également pour les personnes qui habitent sur le territoire. Et on peut retrouver également la même démarche pour les personnes en situation de handicap, avec cette volonté d'ouverture des clubs sportifs, des chorales, de tous les lieux où se fait la sociabilité, parce qu'on a effectivement dans nos sociétés présentes et à venir un sujet de restauration ou de construction de nouvelles formes de liens sociaux. Alors, l'isolement des personnes était déjà une réalité dans d'autres régions. Moi, je connais très bien certaines régions isolées du Massif central où ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de travail et où les familles sont dispersées très très loin. C'est les Aveyronnais qui allaient à Paris dans le charbon et la limonade, mais qui allaient aussi en Argentine et aux colonies. Et donc, un certain nombre de régions en France connaissent depuis très longtemps ces problématiques d'éclatement et d'isolement des familles. C'est
peut-être plus nouveau dans l'Ouest que ce qu'on peut rencontrer sur l'Île-de-France ou sur certaines grandes régions du centre et de l'Est. Mais ça suppose effectivement, et là vous voyez qu'on sort tout de suite, dès qu'on parle de questions de santé, on touche tout de suite à d'autres questions, à des questions de citoyenneté. Hein. Et on sort là, on arrive là sur des enjeux de développer d'autres formes de liens sociaux entre les personnes. En intergénérationnel, parce que une autre chose qui est très mal vécue par les personnes âgées, à raison, c'est de devoir vivre entre elles, par exemple. Hein. Bon, donc de préserver cette mixité d'âge est quelque chose d'essentiel, auquel beaucoup travaillent. Alain Lénaf, un complément. Je vais revenir un petit peu sur la dépendance. Il y a quelques temps, nous avions aussi un intervenant qui venait de l'INSEE et qui nous disait effectivement qu'actuellement, je rappelle bien, le pourcentage de personnes de plus de 65 ans en Pays de la Loire est de l'ordre de 14%. 2030, on sera à 25%. Ça veut dire qu'il y a un vieillissement de la population. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention en disant effectivement il y a un poids pour la collectivité, mais je crois qu'il ne faut pas oublier également qu'il y a quand même ce qu'on appelle le cinquième risque. Hein, et le financement du cinquième risque, je rappelle pour ceux qui ne sont pas très au courant, que les 4 risques actuellement qui sont financés, c'est la maladie, la maternité, accident du travail et retraite. Bon. Donc c'est un projet gouvernemental qui n'a pas été fait, je n'entends pas trop là-dessus, mais je crois quand même qu'il y a une problématique de citoyens, effectivement, c'est savoir comment, quand nous serons très âgés, qui prendra en charge notre dépendance aussi. Et ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. Donc voilà, je crois que là-dessus, il y a une problématique qui existe et on peut effectivement prendre en compte la collectivité, qu'est-ce qu'elle mettra au pot, au sens propre du terme, pour les vieux, mais nous également, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se positionne d'ores et déjà pour savoir comment nous, on va déjà assumer notre vieillesse avec une participation tout au long de notre vie. Question. Ce sont des questions de choix de société, ce sont des questions politiques au sens noble du terme. Hein. Je crois que vous avez entièrement raison d'ouvrir le débat en ces termes. Jean Neuilly. Oui, Jean Neuilly, Conseil du développement. Dans votre exposé, il y a un point très intéressant. Il y a un point, je trouve qu'il y avait une absence. On ne parle pas de médicaments. Comment se passe ? Il y avait une autre absence que vous avez vaguement évoquée, c'est la partie universitaire de la formation des médecins. Et comment ça se passe, quoi ? Est-ce que l'ARS, pour reprendre votre sigle, l'Agence régionale de santé, a un mot à dire sur la distribution des médicaments avec cette, cette particularité qu'ont les pharmaciens de pouvoir ouvrir leur officine dans un cadre réglementaire tout à fait original, particulier, monopolistique, entre guillemets, quoi. Merci. Alors, on n'a effectivement pas parlé de tout, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui n'ont pas été évoqués. Alors, en ce qui concerne la politique du médicament, je ne parle pas de la partie recherche, pour laquelle je n'ai d'ailleurs qu'une autorité extrêmement mince, voire inexistante à m'exprimer là-dessus, mais sur les compétences ARS. Alors, les agences régionales de santé doivent décliner, hein, dans le cadre de programme régional de gestion du risque, les engagements qui sont demandés par le niveau national, hein, en ce qui concerne la réduction et la plus grande efficience des dépenses de médicaments. Alors, je veux dire efficience parce que c'est pas une réduction dans l'absolu, c'est véritablement le bon usage et le bon emploi du médicament. Donc, il y avait d'ores et déjà des contrats de bon usage du médicament qui étaient signés avec les structures hospitalières. Nous avons également, nous travaillons avec les établissements donc médico-sociaux et hospitaliers sur les dépenses de médicaments qui sont réalisées en ville et prescrites en milieu hospitalier. Bon, pour les analyser, pour voir sur quoi elles portent, pour animer des débats entre professionnels, donc entre médecins et pharmaciens, sur la bonne prescription et sur parce qu'il y a derrière des enjeux financiers certes, mais il y a également surtout des enjeux majeurs de iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire qu'on est également malade de nos médicaments, hein, et en particulier au grand âge. Donc il y a une évolution des comportements qui
qui est complexe à conduire, qui doit pouvoir s'appuyer sur des campagnes nationales. Certains ont été de vraies réussites médiatiques, comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Tout le monde, ça c'est passé dans le grand public, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a retenu. On aurait sans doute besoin également d'autres relais de ce type sur des cibles précises, définies, pour faire passer un certain nombre de messages. Donc oui, nous avons un suivi particulier, une relation avec les établissements là-dessus. Par ailleurs, nous contractualisons aussi avec les pharmaciens et certaines agences se sont engagées dans cette direction-là. Mais vous voyez là aussi que le sujet est délicat et politique entre le bon usage du médicament, notamment la délivrance qui est faite en ville, et puis la nécessaire pouvoir d'achat et la liberté et le chiffre d'affaires en fait des pharmaciens. Donc le sujet se positionne comme cela. Alors là, les pharmaciens se sont organisés depuis fort longtemps dans un cadre réglementé précis, puisque le nombre d'officines est rapporté à la population, et donc ce cadre, à ma connaissance, n'a pas vocation, en tout cas à court terme, à évoluer. Par contre, le sujet des modalités d'approvisionnement, notamment dans le secteur des personnes âgées, est sans doute posé. Marc Porrier. À l'université, les formations médicales. Non, il n'y a pas de compétence de l'agence sur le contenu de la formation, puisque c'est organisé dans un autre cadre par le ministère de la Santé avec la conférence des doyens. Par contre, il y a évidemment des liens directs au niveau régional entre l'ARS et les deux doyens sur la région Pays de la Loire pour réfléchir ensemble sur le contenu et la communication et les messages à porter en direction des jeunes professionnels et des futurs professionnels, de la mobilisation des professionnels médicaux en poste et par exemple des généralistes pour l'accueil de leurs futurs confrères. Et donc oui, nous avons une position de relais importante vis-à-vis des doyens. Mais pas de définition réglementaire de contenu des programmes, pas plus d'ailleurs que des numerus clausus, mais nos directeurs généraux font remonter les besoins de la région, chacun pour son compte. Alors l'impatient du fond, Marc Porrier. Ah non, mais contrairement à ce que tu penses, je ne parlerai pas du transfert du CHU à Saint-Herblain. C'est un herblinois, voilà pourquoi. Donc je ne parlerai pas de ça parce que j'ai vu que c'était un dossier sensible. Donc je parlerai simplement d'une chose. J'ai remarqué que dans vos propositions, on parlait du malade, on parlait de l'organisation et tout ça, et j'ai pas tout à fait remarqué qu'on parlait du personnel. Parce que le personnel soignant, a priori, est une des bases de la bonne organisation de la médecine, tout du moins des soins, pardon. Et donc, je voudrais savoir quid du personnel et comment, quelle est la place dans les négociations, qu'est-ce que vous faites avec eux, comment vous les traitez, je veux dire, tiens. Je voulais parler de la formation aussi, je voulais pas parler que des choses désagréables. Oui. Bon, alors vous trouverez sur le site de l'ARS et vous trouverez dans nos plaquettes effectivement les attentes des professionnels de santé par rapport au PRS et ce que propose le projet régional de santé pour favoriser la coordination entre les professionnels de santé. Alors nous avons également une commission régionale qui s'attache à la situation des professionnels de santé et nous travaillons avec les professionnels de santé libéraux dans le cadre des nouvelles unions régionales qui assurent leur représentation. Alors vous avez raison, les personnels c'est essentiel puisque la qualité, enfin la prise en charge est bonne pour les personnes accueillies dans les hôpitaux, les EHPAD, les établissements de tout type, quand les personnels vont bien eux aussi. Bon, et c'est un sujet effectivement complexe
complexe, parce que c'est aussi un sujet sociétal qui déborde largement le monde du médico-social et des établissements aujourd'hui. Donc nous sommes partenaires du Conseil régional sur les sujets de formation. Mais nous ne sommes pas directement à la manœuvre. Ceci étant, nous avons donc la possibilité de contractualiser avec un certain nombre d'organismes pour accompagner, pour permettre de développer l'attractivité de certains métiers, pour permettre, par exemple, nous avons l'ARS a signé il y a quelque temps un accord avec la NFH pour permettre à des professionnels qui souhaitent entamer des études de masseur-kinésithérapeute, lorsqu'ils souhaitaient bénéficier d'un financement, de s'engager en échange à travailler un nombre d'années donné en échange d'un financement de leurs études dans des établissements publics, puisqu'on sait qu'on a des difficultés de recrutement sur certains secteurs. Donc nous avons toute une série de déclinaisons ponctuelles, précises, de relations de travail avec les responsables de la formation des professionnels, qu'ils soient au niveau du conseil régional dans les écoles, dans le domaine de compétences du conseil régional, ou bien qu'ils soient dans les établissements de santé auxquels sont rattachés les écoles de formation de personnel infirmier ou aides-soignants. Donc on est dans le travailler avec pour justement pouvoir identifier des leviers qui nous permettront d'accompagner l'évolution des formations initiales et tout au long de la vie pour les professionnels de santé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci. Gérard Bourgoin, Conseil de développement. Deux questions. Concernant les EHPAD, on voit bien qu'on a une augmentation importante de l'âge d'entrée dans les EHPAD, peut-être aux alentours de 86 ans maintenant, 85-86, et on a une augmentation forte des pathologies, ce qui est normal. Par contre, on n'a pas vu, je constate pas d'augmentation des personnels. J'ai bien compris, vous partez à partir de ratios aujourd'hui qui semblent insuffisants, c'est ce que disent les personnels de ces établissements. C'est le premier point. Le deuxième point, quels critères de mesure faites-vous appel pour mesurer l'efficience des infirmières quand on sait qu'elles réclament toutes un peu plus de temps pour leurs patients ? Par quel bout je peux prendre la réponse ? En ce qui concerne les ratios de personnel dans les EHPAD. Alors déjà, je pense que la notion de ratio présente l'avantage de ses inconvénients. L'avantage principal, c'est quand même que ça nous permet d'avoir une forme d'équité entre les établissements. Donc, à l'époque où ça n'existait pas, c'était quand même un petit peu plus compliqué. Bon. Donc ça reste quand même une réalité, une réalité, en ce que c'est un point d'appui, un point dur qui nous permet effectivement de répartir des ressources en essayant d'être équitable, en essayant de l'être. Bon. L'insuffisance de ces ratios, oui, avec l'évolution de la population qu'on accueille, on sera très probablement confronté à un besoin de médicalisation accrue de ces établissements-là. Bon. Quand on dit médicalisation, comme le mot ne le dit pas d'ailleurs, il s'agit de présence infirmière et pas de présence médicale. D'ores et déjà, nombre d'EHPAD se regroupent pour nous présenter des projets de partage d'infirmiers de nuit, avec vocation finalement de quoi faire ? Vocation d'éviter l'hospitalisation et avec vocation de soulager la charge, le stress au travail et de leurs équipes présentes pour leur permettre de faire face à une aggravation ou à un événement, un accident de santé qui surviendrait la nuit et qui, avec une infirmière compétente présente, peut permettre d'être pris en charge tranquillement le lendemain matin. Donc de toute façon, je pense qu'on est à la veille, si ce n'est déjà... Alors je vous ai dit, 23 millions d'euros de médicalisation quand même l'année dernière. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce
on renforce. Nous déléguons quand même une masse considérable de crédits pour médicaliser les établissements existants, c'est-à-dire accroître la présence de personnel qualifié. C'est sans doute pas suffisant et il faudra sans doute le développer de manière relativement importante. Et donc ça va être médicalisation versus construction peut-être, si on doit jouer sur des enveloppes fermées. Alors, la mesure de l'efficience d'une infirmière. Donc, écoutez, alors, vous avez que vous dire. Je suis pas. Les établissements ont tous sont tous engagés, réglementairement d'ailleurs, dans des processus dits de qualité, qui doivent leur permettre de réfléchir à ces questions-là. La quasi-totalité des établissements a maintenant organisé, en tout cas les organismes de formation transversaux en proposent, des actions de sensibilisation et de formation à ce qu'on appelle la bientraitance, c'est-à-dire la réflexion sur le métier, sur la manière dont on travaille avec les gens. Et je crois que c'est effectivement un élément majeur. Bon. Maintenant, pour aller plus loin, et où en serons-nous dans 30 ans? Si on regarde également un petit peu ce qui se passe ailleurs, on a vu les métiers infirmiers glisser ou évoluer vers une compétence technique très très importante, accrue. Bon. Donc quand on parle aujourd'hui de compétences infirmières, on est vraiment souvent sur des compétences très pointues. Et donc sur une segmentation finalement, sur une segmentation de la prise en charge entre la prise en charge technique et la prise en charge relationnelle, on va dire. Bon, dont peut-être ces professionnels-là souffrent, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois contents de la technique, mais bon, donc est-ce qu'il ne faudra pas avoir, comme d'autres pays l'ont, des réflexions sur d'autres types de métiers? Alors là, vous avez aussi, il y a pas mal de littérature autour de cela. C'est pas exclu. C'est pas à exclure, à mon avis. Je suis pas certaine qu'on puisse avoir aujourd'hui un ratio qui permette de mesurer l'efficience d'une infirmière, mais je pense que vous étiez peut-être un peu ironique en me posant la question en ces termes, parce que ça n'a évidemment pas... si on le savait, si ça existait, on le saurait, quoi. Christian Pelletier, Conseil de développement. Vous n'avez pas évoqué, tant dans la prévention que dans les parcours de santé et dans la gouvernance de l'ARS, des métiers relatifs au sport. Et donc de la prise en compte des activités physiques, sportives. Quelles sont vos observations sur cet apport sport-santé? Et quelle est votre définition du sport pour la santé? Bon, si j'avais su que je devais être cuisinée comme ça, monsieur Audic, je ne serais pas venue. Bon. Bon, alors si, j'en ai parlé en disant que lorsque nous rencontrons des élus, nous leur disons qu'ils font beaucoup plus pour la santé de leurs concitoyens lorsqu'ils créent des salles de sport, lorsqu'ils créent des espaces de loisirs, lorsqu'ils organisent l'accès de des jeunes et des moins jeunes à des activités sportives, que lorsqu'ils créent un cabinet médical. Alors, on sait que la contribution, la contribution d'une activité sportive à la santé, elle est effectivement majeure. Je n'ai pas parlé des professionnels du sport parce qu'ils ne ressortent pas de la compétence de l'ARS. Donc ce sont les nouvelles directions départementales de la cohésion sociale qui ont repris les anciennes missions de jeunesse et sport, qui ont la charge de cette réflexion et de ces personnels-là. Évidemment, nous travaillons avec eux. Donc, mais on n'a pas de champ de compétences sur ces professionnels-là. Bon, mais la place est majeure et l'enjeu est important. Oui, une question. Oui, Hervé Madouas, Conseil de développement. Je voulais vous parler de la santé au travail. On constate qu'il y a une diminution des accidents du travail, une augmentation des maladies professionnelles. On constate aussi de plus en plus qu'on fait des corrélations entre, par exemple, de certaines catégories socio-professionnelles, le monde ouvrier et l'espérance de vie, le monde ouvrier et puis tout un tas de maladies chroniques de type diabète type 2, obésité, alcoolisme
etc. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, quand on a je travaille avec l'ARACT, hein, donc quand on intervient sur des sites, on travaille sur le poste de travail, c'est-à-dire qu'on l'améliore, ergonomie, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir à alors on est dans le prédictif là, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir et inciter à repenser les organisations du travail qui sont pour beaucoup anxiogènes. Alors je pense par exemple au TMS, quand on fait ça toute la journée, c'est pas la peine de faire du préventif, on sait que ça se termine mal. Quand on fait de l'ébardage, il y a de la poussière partout, on sait que ça se termine mal, etc., etc. Est-ce qu'il ne faut pas identifier l'ensemble de ces postes et proposer des réorganisations du travail tout simplement? Alors, même réponse que pour le sport, c'est-à-dire que là, l'Agence régionale de santé est en situation de plaidoyer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de compétences sur la médecine du travail qui obéit à une réglementation bien particulière, bien spécifique dans les entreprises. Il est clair que les questions de santé au travail sont des questions majeures. On peut tout à fait travailler avec les responsables médecine du travail quand ils nous saisissent, on le fait d'ailleurs. On a des risques émergents, on en a parlé récemment sur les dockers du port de Nantes avec les risques liés aux émanations de gaz, les gaz qui sont utilisés pour la conservation des céréales dans les containers par exemple, avec des pathologies pulmonaires ou allergiques qu'on n'avait pas identifiées avant. Donc on a aussi des micro-sujets, des sujets de niche sur lesquels on travaille avec, dans ce cas-là, plutôt avec les spécialistes du CHU de ces questions-là. Donc il y a à la fois des sujets techniques complexes comme celui-là, et puis il y a des sujets d'organisation générale du travail qui sont pathogènes. Mais vous voyez que là encore, on est dans des réflexions sociétales, et ça renvoie sur ce que je vous disais, je ne sais plus à quel moment, c'est-à-dire que la santé pointe à 80% sur des sujets qui ne sont pas des sujets santé, qui sont des sujets travail, qui sont des sujets culture, qui sont des sujets formation, qui sont des sujets insertion sociale et réseau relationnel. Donc on est là dans ce cadre-là. Michel Cordier. Michel Cordier, Conseil de développement. Vous avez, en début d'intervention, fait une réflexion très intéressante en disant que, en faisant un rapport entre la distance parcourue et la qualité du soin médical reçu. Depuis quelques années, on a vu disparaître, sous l'autorité publique, un certain nombre d'équipements où les médecins qui pratiquaient étaient nécessairement des omnispécialistes parce qu'ils étaient dans des lieux où la densité de population était insuffisante pour avoir deux spécialistes dans chaque discipline. Avez-vous l'impression qu'il faille encore accentuer ce mouvement-là, sachant que, par exemple, à Nantes, je prends un exemple, qui est une ville très pointue en matière d'ophtalmologie, on vient voir à Nantes des spécialistes de l'œil qui viennent d'une dizaine de départements autour. Pour être plus simple, est-ce qu'il est quand même encore logique que dans des petits cantons à 50 km de Nantes, un chirurgien vous opère aussi bien du rein, de la prostate, de la vésicule biliaire ou d'une fracture de jambe? Je sais combien c'est difficile parce que vous avez une opposition politique colossale lorsque vous voulez réorienter cette organisation, mais avez-vous encore la volonté d'accentuer cette tendance? Alors, la réponse au plan national, voire au plan régional, est clairement oui. En Loire-Atlantique, c'est sans doute moins pertinent parce que la quasi-totalité des réorganisations de ce type ont été faites. Il en reste encore, sans doute un petit peu. Alors, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que la France s'est engagée sans doute plus tard que beaucoup de pays européens dans ce type de réorganisation et de restructuration, notamment de l'offre hospitalière et de la densité de l'offre hospitalière, qui dans notre pays est bien plus considérable que chez nombre de nos voisins pour des indicateurs de santé qui ne sont pas nécessairement meilleurs, puisqu'on a vu une fois de plus qu'être en bonne santé, ça pointait peut-être d'abord sur autre chose que sur la densité de plateaux techniques. Ça, c'est une certitude. Alors, le
est-ce qu'il reste encore des marges de progression? Oui. Alors, il reste, ça sera évidemment poursuivi. Alors, ce qui était possible aussi à une époque, c'est également lié au progrès de la science médicale, des sciences et des techniques médicales. C'est-à-dire ce qui à un moment donné était parfaitement acceptable et était, j'allais dire, l'état de l'art, à ce moment-là, rendait parfaitement légitime l'intervention de ce chirurgien généraliste à cet endroit donné. Bon, l'évolution des techniques médicales, l'apparition de surspécialités font que, à la date d'aujourd'hui, pour être correctement soigné, c'est-à-dire au regard de l'état de l'art, puisque les médecins ont une obligation de moyens et pas une obligation de résultats, font que ce type d'organisation n'est plus possible. Bon. De la même manière, pour assurer une permanence de présence, on sait qu'il faut un nombre de praticiens minimum qui permettent de garantir une qualité des soins. Donc oui, il y a sans doute encore des évolutions que nous allons poursuivre, mais dans ce département, je pense que c'est à la marge. Sauf à franchir un saut significatif, enfin pas significatif, considérable. Oui, je crois qu'il y a une question. Oui, bonjour, Janine Moreau, Union départementale CGT. Tout à l'heure, vous avez répondu à la question santé au travail. Et du coup, je m'interroge sur la notion de la mesure du calcul de l'efficience, dans la mesure où le travail, il est au centre du sujet au sein des hôpitaux et des établissements privés. Donc, quand il y a des cas de souffrance au travail, comme on peut en trouver au CHU, avec un nombre augmentant de 20% en 2011 d'arrêts de travail, comment c'est pris en compte dans le calcul de l'efficience dans les budgets, que ce soit établissements privés ou hôpitaux? Alors, on ne peut pas parler dans l'absolu d'une mesure de l'efficience. C'est-à-dire que la mesure de l'efficience, on va mesurer l'efficience avec des outils différents suivant le sujet, le sous-sujet dont on s'occupe. On n'a pas un indicateur, pas plus qu'on a un indicateur d'efficience de l'infirmière. On n'a pas un indicateur global d'efficience d'une structure hospitalière avec un seul et unique indicateur qui nous permettrait de dire oui, là on y est. Et là, on n'y est pas. Donc, je crois qu'il faut, autant les indicateurs sont des outils précieux, autant ils sont et ils restent des indicateurs, c'est-à-dire des clignotants, des signaux qui demandent, qui sont d'abord là pour qu'il puisse y avoir un échange, notamment un échange avec l'agence régionale de santé, parce que ils ont besoin d'être remis au centre d'un dialogue. Voilà. Bon. Alors l'efficience globale d'une structure va pointer ainsi sur toute une série d'indicateurs, et j'ai pas non plus d'indicateur global d'efficience à vous fournir. Alors, on a un certain nombre de clignotants. On a des clignotants, on a notamment en matière de ressources humaines, on a des clignotants liés à l'absentéisme, au type d'absentéisme, on a des clignotants liés aux pathologies, aux maladies professionnelles. On a toute une série de choses qui peuvent donner lieu à une analyse partagée entre l'agence régionale de santé et les directions. Bon. À la date d'aujourd'hui, le législateur a décidé que les établissements étaient financés sur la base de l'activité qu'ils réalisaient. Donc on est dans le cadre d'une tarification à l'activité pour un peu plus de la moitié de l'activité des ressources d'activité des établissements. Il y a à côté un certain nombre d'autres ressources qui sont des enveloppes forfaitisées pour répondre à des missions de service public, mais on ne rentre pas, la réglementation, l'organisation actuelle des ressources hospitalières ne rentre pas, ne fait pas de corrélation entre ces indicateurs-là et la manière dont les établissements sont financés à la date d'aujourd'hui. Ok, moi j'ai peut-être une question autour de l'évolution technologique et des équipements qui deviennent de plus en plus sophistiqués. C'est-à-dire, ma question elle est un peu iconoclaste, c'est est-ce qu'on va pas plutôt devoir recruter des ingénieurs que des médecins ou des chirurgiens, et deuxièmement, est-ce qu'on peut pas imaginer d'aller un jour, je crois que ça existe aux États-Unis, vers des interventions qui sont totalement assurées par des machines. Enfin, je pense à des corrections de myopie, par exemple. Vous allez aux États-Unis dans une galerie,
commercial, vous passez chez l'opticien et il vous fait votre correction de myopie avec ces machines à laser. Donc, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver chez nous? Quelle est un peu l'influence de la technologie sur l'évolution des métiers et des profils, peut-être? Alors, il est certain qu'on va assister à il est certain que le monde de la santé n'échappera pas au mouvement général de transformation profonde des métiers qui nous entourent. À l'heure actuelle, pour user mes chaussures dans un certain nombre de salons dans le cadre de l'orientation de quelques grands adolescents qui m'entourent. Ce que j'entends depuis, vous avez tous compris, ce que j'entends moi depuis quelques mois, c'est que plus de la moitié des métiers que nos jeunes exerceront dans 30 ans n'existent pas encore. Bon, je me rends compte également quand on regarde les plaquettes de présentation des écoles de tout type que distribuent ces écoles justement pour recruter des jeunes. Ils se sont mis depuis quelques années à les accompagner de plaquettes de description des métiers parce que sinon les parents, grands-parents proches que nous sommes ne comprenons pas de quel métier il peut bien s'agir, même à la date d'aujourd'hui, à la lecture de ces documents. Donc de la même manière qu'on a vu rentrer il y a maintenant longtemps les ingénieurs biomédicaux et toute une série d'assistants techniques dans les établissements hospitaliers, on verra sans doute une présence beaucoup plus importante de personnes qui auront un peu des missions passerelles, c'est-à-dire qui devront être à la fois qui devront être des interfaces entre le monde de la technique pure et puis le monde de l'humain, le monde de la relation, le monde de la prise en charge et sans doute qu'on va assister également à un développement très important de ces métiers-là parce que peut-être effectivement peut-on imaginer, ça existe déjà, des interventions qui soient entièrement robotisées, mais peut-être n'en aura-t-on pas moins besoin dans ce cas-là d'autres types de professionnels pour vous rassurer ou pour vous accompagner sur ou pour vous expliquer sur ce que le robot en question va vous faire. Donc oui, je pense qu'on va assister à une évolution considérable des métiers, mais que en cela, le monde de la santé ne se distinguera pas d'autres mondes, si ce n'est peut-être que ça sera peut-être un peu plus compliqué et un peu plus sensible, parce qu'on est quand même sur ce qui touche au corps, à l'intime, au rapport à soi-même, au rapport à la maladie, et ce sera donc sans doute plus compliqué que pour ce qui est de l'évolution des voitures ou de l'évolution de nos maisons, etc. On sait par exemple que les métiers qui portent sur les interfaces homme-machine sont des métiers en pleine explosion. Et donc là-dessus, on voit énormément d'écoles d'ingénieurs, de formation, etc., se déplacer, se monter sur cette question des interfaces. Et on sait combien c'est critique. Prenons notre quotidien et la raison pour laquelle on arrive à se servir de tel téléphone et pour laquelle on n'arrive pas à se servir de tel autre. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est passé à des interfaces, tactiles par rapport aux interfaces antérieures, etc., etc. Donc oui, c'est une révolution qui est devant nous. Très bien, je pense que on va conclure notre soirée là. Je voudrais à nouveau vous remercier pour votre disponibilité et vos réponses. Et je pense que déjà, dans certains éléments, on avait déjà intégré un certain nombre de choses sur la pratique de sport loisir, comme un élément de la santé, sachant que, bien sûr, ça ne suffit pas et que l'organisation de la santé derrière est très importante. Donc, merci à vous encore. Merci de votre accueil.